Pulp Fiction. Visite au Centre national du costume de scène à Moulins, dans l'Allier. C'est sur les bords de l'Allier qu'ils ont posé leurs valises, avec leurs costumes, leurs strass et leurs paillettes, attirés par les bruits, par l'histoire du lieu, les éclats d'épée, les chevaux lancés au galop. C'est là, dans ce grand domaine, promis à la destruction et sauvé en 1984 par le label Monument historique, que le Centre national du costume de scène a élu domicile. Car à l'origine, ce quartier, le quartier Villars, était un quartier militaire. Louis XV en fit la première caserne de France, lassé que ses soldats qui habitaient alors chez l'habitant soient à l'origine de troubles et de rixes. C'est au bras d'un de ses cavaliers que Gabrielle Chanel, dite Coco, quittera Moulins pour le destin qu'on lui connaît. Il faudra attendre 2006 pour que ces murs abritent le premier musée entièrement dédié au patrimoine matériel des théâtres, le Centre national des costumes de scène. Jusqu'au 28 avril 2019, il propose une exposition sur les comédies musicales, l'occasion pour nous de jeter un œil dans les coulisses. Alors, je suis Stéphanie Laporte, je suis guide conférencière au Centre national du costume de scène depuis l'origine, depuis la création en 2006, et nous accueillons des groupes, des petits, de la crèche, on pourrait dire, jusqu'à la maison de retraite, donc tous les âges, tous les milieux, avec le handicap parfois aussi dans certains groupes, et on s'adapte à chaque fois au niveau des visites. Nous appelons le Centre national du costume de scène le CNCS, mais à l'origine, il ne faut pas l'oublier, il y avait un deuxième S à la suite de scène. Donc, et la scénographie, c'est très important chez nous, les éléments de décor que nous avons en conservation. Le problème, c'est quand vous utilisez uniquement les initiales, très difficile de mettre et prononcer deux S à la fin. Donc nous avons enlevé, hélas, ce deuxième S, et parfois le public oublie que nous avons le côté scénographique. Et bientôt, en tout cas c'est notre projet futur, de développer cette partie plus scénographique et d'aménager un bâtiment qui se trouve perpendiculaire au nôtre et de l'aménager pour faire un centre d'interprétation de la scénographie. La scénographie chez nous est toujours très importante. Il n'y a pas que le costume à montrer, c'est la façon dont il peut être proposé sur une scène, même si nous n'avons pas les vrais artistes dans nos vitrines, heureusement, nous avons des mannequins, mais c'est l'idée en tout cas que vous êtes au spectacle. Alors pour cette exposition, c'était plutôt l'idée des coulisses, des backstage, pour les 12 salles proposées, et la 13e, qui est chez nous toujours le clou du spectacle. Vous entrez comme si vous étiez au Théâtre du Châtelet. Nous avons pu récupérer les très beaux sièges rouges du Théâtre du Châtelet, car ils sont actuellement en travaux. Et en 2016, ils avaient remonté un spectacle qui avait été créé à Broadway en 1980, c'est 42e rue. Et dans 42e rue, ce qu'ils avaient osé faire les Américains en 1980, tout au début du spectacle, c'est ne lever le rideau qu'à 60 cm du sol. Et on apercevait que les jambes des danseurs et des danseuses, et leurs pieds bien sûr, et admirer leur travail de claquettes. Donc le Théâtre du Châtelet a fait la même chose en 2016 et ils nous ont aussi gentiment prêté le rideau de scène qui a servi pour cela et le décor qui se trouve autour, qu'on appelle le proscenium, qui fait partie du spectacle. Un soin particulier a été apporté à la reconstitution et ce souci du détail se retrouve dans toute l'exposition. Ainsi, pour mettre en valeur Cabaret, on doit jeter un œil à travers des lucarnes découpées à même la paroi pour découvrir les costumes de la célèbre comédie musicale. Les murs, tout en bois, nous renvoient en backstage et donnent l'impression de pénétrer dans l'envers du décor. Mais le stratagème le plus éclatant réside dans les néons suspendus, sculptés des noms des œuvres exposées et qui font référence aux rues de Broadway. Une scénographie parfaite et bien maîtrisée. Vous savez que le choix des scénographes pour cette exposition est plutôt de vous plonger derrière le rideau, dans les coulisses d'un théâtre. Alors l'idée plus châssis en bois que vous pouvez voir dans nos salles, les néons, parce que si vous allez vous promener dans la très belle avenue de Broadway, l'avenue des théâtres, vous avez ces néons pour attirer le regard des passants et envie d'entrer dans les théâtres, et cela donne le titre des spectacles, et nous avons reproduit cela aussi dans les salles d'exposition. Je suis Stéphane Berthelot, le responsable technique des expositions et des événements au Centre national du costume de scène. Au niveau de la coordination, je dirais un peu technique, là par exemple pour les néons, c'est les scénographes donc, sur cette exposition Philippine Ordinaire et Olivier Coquet
qu'on fait le choix d'avoir des néons, et du coup moi derrière je coordonne, je gère toute la partie devis, chiffrage, en fait même sur toute l'exposition, et du coup on valide en fait suivant le tarif, on valide si on peut faire ou on peut pas faire. En général, on se débrouille pour pouvoir le faire. On se débrouille toujours. Avec du système D, c'est pour ça qu'on construit beaucoup en interne pour faire des économies et arriver à faire justement ces néons, parce que là, c'est une entreprise de Lyon qui nous les a fait. Ça, il faut un savoir-faire. Mais du coup, on se coordonne vraiment. Moi, je suis au plus près avec Delphine Pinaza, notre directrice, au plus près des scénographes. On étale sur un mois, on fait effectivement entre 80 et 90%. Bon, tout ce qui est impression, forcément, on le fait. Tout ce qui est impression, on le fait faire. Mais tout ce qui est construction bois, c'est nous en interne, parce que du coup, on profite de recycler le matériel qui est déjà en exposition. Et du coup, on est en général 2 à 3 personnes pendant 15 jours, 3 semaines à monter, enfin à fabriquer plutôt, avant le démontage de l'exposition, pour arriver au moment du montage qui est très court, pour réussir à tout réinstaller. Louise, chantons sous la pluie, My Fair Lady, c'est autant de costumes que de mélodies qui accompagnent notre déambulation, sifflotant de salle en salle les succès de différentes époques, jusqu'à tomber sur l'ombre d'un parapluie qui nous rappelle soudainement que la France, aussi, a produit des comédies musicales légendaires. On en trouve 4, nichées en plein milieu de l'expo, comme un îlot, un oasis ou un village gaulois qui résisterait à l'envahisseur américain. Et on se demande alors s'il n'existerait pas une différence entre comédie musicale américaine et française. Il existe 2 formes de comédie musicale, on pourrait dire. Alors, cette exposition s'attache plus à montrer les comédies musicales américaines, et nous avons une salle consacrée plus à la version française. Quand les Américains ont décidé de créer ce nouveau concept de comédie musicale, c'était l'idée au départ de partir d'une histoire, vraie ou non, peu importe, mais une histoire, et à un moment donné, cette histoire sera ponctuée de chansons. Alors, ce n'est pas l'idée de faire des chansons pour s'amuser, pour détendre les spectateurs, mais vraiment, si à un moment donné la chanson arrive dans l'histoire, c'est pour mieux comprendre les personnages, ou si les personnages n'arrivent pas à exprimer avec leurs mots, en parlant leurs émotions ou les sentiments, eh bien c'est plus facile de l'exprimer en chanson. Vous avez Chantons sous la pluie qui évoque vraiment cela. La mélodie du bonheur également, parce que ces enfants qui ont perdu leur maman sont tristes, malheureux, et leur nounou, leur nurse va arriver à les faire chanter pour qu'ils puissent s'exprimer autrement et faire sortir cette tristesse qu'ils avaient au fond d'eux pour être enfin heureux. Donc, côté américain, c'est vraiment cela, ponctué de chansons dans une histoire, tandis que nous, en France, nous avons plutôt créé, alors à la fin des années 80, début des années 90, les comédies musicales, c'est plutôt des spectacles musicaux, nous allons dire, parce que nous créons au départ, nous, les chansons. Les chansons sont envoyées sur les radios, passées en boucle. Nous allons connaître par cœur la chanson, penser à Notre-Dame de Paris et Belle. Nous avions tous en tête les paroles de Belle. Si ça a bien fonctionné, eh bien, le producteur va écrire une histoire et monter cela sur scène. Et quand vous allez voir le spectacle, vous connaissez déjà en avant-première les chansons que vous allez écouter. Donc c'est une autre forme de spectacle, ce n'est pas moins bien ni mieux, mais c'est un autre concept, c'est une autre démarche culturelle. Donc c'est vrai que la comédie musicale américaine n'a pas non plus la même culture que nous par rapport à ce que nous pouvons faire en spectacles musicaux. Nous montons des spectacles qui sont environ joués une année sur une scène. Pensez donc, comme on l'a dit, Notre-Dame de Paris ou bien d'autres spectacles. Souvent, c'est le Palais des Sports qui accueille ce genre de représentation. Ça se joue environ 300 fois. 300 représentations, c'est déjà un beau succès en France. Tandis qu'aux États-Unis, le spectacle peut rester à l'affiche pendant de nombreuses années. Il y a encore quelques années, c'était Cats qui battait le record, mais depuis l'année dernière, c'est plutôt le Fantôme de l'Opéra. 32 ans à l'affiche dans le même théâtre. Donc c'est vrai qu'on n'a pas du tout cette culture de garder autant d'années le même spectacle sur scène. Différente donc, certes, mais pas tout à fait sans lien. Pour donner naissance à leur comédie musicale, les Américains ont cherché et trouvé l'inspiration partout en Europe. Ils ont pris une histoire ici, une légende là-bas. Et de France, ils ont retenu une certaine idée de la revue à la française. Quand les Américains ont voulu créer les comédies musicales, ils se sont appropriés
plutôt des spectacles d'autres peuples, d'autres pays. L'idée de l'immigration leur a permis de mélanger et de créer leur concept de comédie musicale. Ce qu'ils ont aimé chez nous, surtout au début du XXe siècle, quand ils ont fait le voyage en Europe et plus précisément en France, c'est la revue à la française, l'idée de cabaret, de music-hall. Et surtout, ce qu'ils ont aimé chez nous, c'est l'idée du groupe, qu'ils appelleront plus tard le fameux chorus. Et je pense que vous connaissez bien sûr la comédie musicale Chorus Line en 1975. Et cette idée de groupe, vraiment les a marqués. Le groupe, le chorus, ils sont anonymes. Personne ne les connaît, personne ne connaît leur nom. Ils sont tous habillés de la même façon. Ils sont identiques au niveau des gestes et au niveau des costumes. Et puis vous avez souvent une star qui est devant ce chorus, et celle-ci, eh bien, le public la connaît son nom et connaît sa notoriété. Donc il y a une sorte de hiérarchie, on pourrait dire quand même dans le spectacle, mais c'est aussi un petit peu comme nos revues à la française. Vous avez une femme qui est au milieu des autres femmes ou des messieurs, ce qu'on appelle, nous, la meneuse de revue. Voilà. Aux États-Unis, ils l'ont un petit peu changé, et c'est plus avec les numéros de claquettes qu'on mettra plus en valeur aussi ce chorus. Les claquettes ne sont pas, on va dire, typiquement américaines. De même, c'est toujours par rapport à l'immigration. La danse irlandaise, les Irlandais ont apporté ce savoir-faire de danser avec un élément métallique sous les chaussures, et cela permet de faire du bruit, mais également, et au début du XXe siècle c'était le cas, avant qu'il y ait la fameuse avenue des théâtres à Broadway, c'était plutôt des quartiers peut-être un peu plus populaires, avec des bars, des tavernes, pas très bien fréquentés, mais il y avait les esclaves noirs américains qui étaient là et qui voulaient se faire remarquer de leur maître pour avoir des faveurs de leur part. Et ils ont trouvé l'idée, avec leurs sabots en bois aux pieds, de dégonder des portes en bois, de les mettre au sol et de commencer à taper sur ces portes en bois avec leurs chaussures, donc leurs sabots. Ça a commencé à faire du bruit. Il y en a un qui a fait cela, 2, 10, après ils faisaient des battles entre eux. Ça attirait les passants, ça attirait bien sûr le regard des maîtres qui se disaient peut-être qu'on peut parier sur nos esclaves, même si ce n'est pas très bien, mais bon, c'était cette idée-là. Puis pourquoi pas bien faire des spectacles et gagner de l'argent aussi sur ce genre de spectacles. Et ils les ont fait entrer dans les bars, les tavernes, et avec le mélange de l'apport irlandais, de la danse irlandaise, une autre forme artistique, ils ont mélangé les deux, et ça a fait la claquette américaine que nous connaissons. Donc à chaque fois, les Américains puisent dans d'autres domaines pour créer leur propre spectacle. Un genre qui se nourrit d'emprunts à différentes cultures et qui produit ses propres codes et ses propres légendes. Chansons, numéros dansés, claquettes, une certaine idée d'une Amérique heureuse, où tout est permis, où tout est possible, où la réussite tend ses bras à ceux qui la méritent. Et derrière les histoires sur scène, des hommes et des femmes, des rendez-vous manqués, des revanches, des rédemptions. En somme, tous les ingrédients pour une aventure en cinémascope. Nous n'avons pas que le théâtre du Châtelet qui nous a prêté des costumes, nous avons aussi le théâtre Mogador pour un spectacle que vous connaissez tous. Vous chantez, vous dansez dans une cour de récréation, une cour de lycée, vous avez 2 clans qui s'affrontent, mais attention, ce n'est pas deux groupes d'hommes, il y a un groupe de femmes, un groupe d'hommes, et c'est Grease. Alors Grease, c'est vrai que c'est né dans les années 70 aux États-Unis pour relancer un petit peu la machine des comédies musicales. Les Américains se sont lassés il y a quelques années, d'autres formes de spectacles sont apparues, d'autres chanteurs aussi. Vous avez Elvis Presley qui attire davantage les foules au début des années 60. Donc les Américains se lassent un petit peu plus donc des comédies musicales, et pour relancer donc la machine, eh bien 2 copains d'enfance décident de raconter leur vie de lycée. Alors c'est vrai que c'est un pari un petit peu fou au départ, une histoire toute simple, quand vous avez un groupe de filles, un groupe de garçons, il y a un leader chez les garçons, le bad boy, le mauvais garçon, et vous avez la plus sage des filles dans l'autre camp qui va bien sûr tomber amoureuse du bad boy. Donc c'est une histoire simple mais qui a bien fonctionné parce qu'on s'amuse, on rit, et le public avait besoin de cela. On a besoin à un moment donné de ne pas penser à ce qui se passe dans la vie, mais plutôt aller se divertir, chanter, danser, s'amuser. Et quand vous regardez Grease, vous avez envie de faire cela en partant. Voilà, on ne se pose pas de questions et on danse et on chante. Par contre, c'est assez physique. Donc, c'est vrai que les équipes sont souvent très jeunes pour réaliser ce spectacle. Et nous le proposons dans une des salles avec des costumes très années 50. Mais attention, il ne faut pas tomber dans le piège de faire trop vintage années 50.
On voit vraiment cette idée que nous sommes en 2017 quand le spectacle a été créé, donc avec des jeunes qui n'ont pas connu les années 50, qui n'ont pas connu les années 70, ne pas penser, surtout pour les jeunes filles quand elles vont porter les robes, que ce sont plutôt des robes que leur grand-mère aurait pu porter. Donc il faut faire attention à cela. Vintage, mais pas trop, un peu de modernité, et le mélange a été très bien fait dans les ateliers du théâtre Mogador. La première comédie musicale que vous voyez quand vous arrivez au premier étage, c'est Le Roi et moi. Alors, nous avons le titre plus en anglais dans toutes les salles, The King and I, mais parfois nous le connaissons, nous, avec le titre français. Et on veut remarquer aussi que souvent le public français connaît plus les versions cinématographiques, donc les versions américaines Hollywood, plutôt que les versions américaines Broadway. Le Roi et moi a fait un petit peu les deux. En 1947, c'est Hollywood qui reprend, qui a l'idée en tout cas de ce spectacle Le Roi et moi, avec Rex Harrison. Rex Harrison, grand acteur de l'époque, il connaît très bien le rôle du roi, et puis quand Broadway décide en 1951 d'en faire une version, il a peur. C'est pas la même chose de faire un film. Si on se trompe, on peut refaire des prises. Quand vous êtes sur une scène de théâtre, pas le droit à l'erreur. Donc il a laissé sa place. Il y avait d'autres personnes qui attendaient derrière la porte, donc aucun souci pour les producteurs. Et c'est un tout jeune qui va tenter sa chance, qui n'est pas connu à Broadway, qui n'est pas encore connu à Hollywood. C'est Yul Brynner, que vous connaissez tous, parce que Le Roi et moi, c'est souvent cet artiste qui ressort. Yul Brynner a fait son rôle, ça a très bien fonctionné, et quand Hollywood a dit on refait le film, ils n'ont pas fait appel à Rex Harrison, ils ont fait appel à Yul Brynner. Là, ça a fait décoller sa carrière à Hollywood, et quand il est revenu à Broadway, il a joué encore plus de 2000 fois le rôle sur scène, jusqu'à sa mort en 1985. Donc parfois on l'ignore, on a plus Yul Brynner en tant qu'acteur à Hollywood, et on oublie qu'il a été aussi chanteur de comédie musicale à Broadway. Alors une autre artiste aussi très connue pour Mary Poppins, c'est Julie Andrews, mais avant d'enfiler le rôle de cette nurse avec son parapluie, elle a plutôt joué à Broadway dans la première version de My Fair Lady, avant que ça parte à Hollywood et que c'est Audrey Hepburn qui lui prend son rôle. Vu qu'elle n'était pas connue, Julie Andrews, sur la scène américaine d'Hollywood, c'est Audrey Hepburn, la star de l'époque, qui lui prend le rôle. Alors bien sûr qu'elle est déçue, Julie Andrews, mais quelques mois après, on lui propose le rôle de Mary Poppins, donc elle accepte volontiers. Et l'année suivante, pour aller récupérer la petite statuette aux Oscars, ce n'est pas Audrey Hepburn qui la récupère, mais Julie Andrews. Donc il y a le petit clin d'œil de revanche pour cet artiste. La visite se termine. La musique s'estompe. Les strass, les paillettes volent dans les airs, les lueurs des néons scintillent puis s'éteignent. Côté coulisses, on s'active encore et toujours. Derrière la scène, le spectacle ne se termine jamais. Pour monter une exposition de cette envergure, le pôle technique du CNCS dispose de 4 semaines en tout et pour tout. Monter une exposition, on construit donc les décors, on tapisse, on a beaucoup de corps de métiers différents. On part du sol jusqu'au plafond, je dirais, et on réalise en 4 semaines une exposition de 1400 m². Et on s'occupe aussi de la lumière. Alors, donc, pour démonter l'exposition au niveau moi je parle juste au niveau technique, parce qu'il y a la conservation aussi au niveau des œuvres qui intervient pour enlever les œuvres. Nous, ça, on n'a pas le droit de les déplacer. On peut par contre être amené à les mettre en place, mais pour les œuvres les plus imposantes. Par contre, on est donc une équipe de 6 à 10 personnes qui viennent d'intérimaires, de sous-traitants, enfin de micro-entreprises sous-traitées qui viennent. En fait, c'est une équipe qui vient pour chaque montage, donc on est entre 6 et 8. C'est souvent des stagiaires qui viennent en plus, comme les stagiaires de l'UNESCO. Et on a aussi un partenariat avec l'école de la Deuxième Chance à Moulins, qui nous aide beaucoup pour tout ce qui est manutention et un peu la partie peinture et des installations. Le Centre national du costume de scène se charge donc de garder la mémoire et surtout la magie que confère le vêtement à un rôle, à une œuvre. Et comme pour les tableaux du Louvre, les costumes de scène ont leur fragilité et leur remède. Alors, je suis régisseur des œuvres, je m'appelle Fabienne Sabarosselli. Je m'occupe principalement de la mise en place des expositions au CNCS depuis 12 ans maintenant. Concrètement, un régisseur des œuvres, il est un petit peu sur tous les fronts au CNCS, c'est-à-dire que la première mission, c'est la conservation d'une collection de costumes de spectacle.
Et la deuxième mission principale, eh bien, c'est de faire connaître cette collection, hein, donc aller vers le public et montrer notre collection à travers des expositions. Alors des expositions qui ont lieu au CNCS, mais aussi en dehors des murs du CNCS, puisque nous faisons régulièrement des expositions itinérantes, donc qui voyagent à travers le monde et font connaître notre collection d'un point de vue international. Et puis on fait aussi des prêts extérieurs, donc là ça peut être tout simplement dans une ville très proche, comme Clermont-Ferrand ou Vichy. Mais on peut aller également, au début d'année, par exemple en Turquie, on a prêté 4 costumes pour une exposition à Izmir, qui s'appelait Les 1001 nuits. Effectivement, notre première mission, c'est la conservation préventive. La conservation préventive des costumes, c'est plutôt justement, on va dire, c'est prévenir plutôt que guérir. Alors on va effectivement être très vigilant à l'ambiance dans laquelle les costumes sont stockés. Vérifier que tout va bien. Il faut savoir que le textile, c'est un matériau extrêmement fragile. Dans la classification des matériaux de conservation, c'est extrêmement fragile, sensible à beaucoup de facteurs, la lumière, la température et l'hygrométrie. Et donc nous, on a des outils pour pouvoir veiller justement au bon environnement de ces costumes, dans leur stockage en réserve. C'est-à-dire, voilà, il ne faut pas qu'il y ait de lumière, il faut qu'il y ait 18 degrés de température, 50% d'hygrométrie et un bon conditionnement. Les costumes sont soit conditionnés sur des cintres, soit conditionnés à plat pour les costumes qui sont très fragiles. Vous avez des costumes où il y a des bijoux, des pierreries, ou des costumes en soie qui sont très très sensibles, ou des costumes qui sont très lourds et qui ne supportent pas d'être suspendus sur un cintre, parce que ça crée des tensions. Et ça risque de d'étirer, voire de déchirer le tissu à long terme. Puisque nous, quand on stocke un costume en réserve, on nous confie un costume, il arrive au CNCS, et on va le stocker en réserve, il peut y rester un mois comme 50 ans, sans qu'on y touche. Voilà. Donc il faut effectivement penser à pérenniser tout ça. Derrière chaque exposition du CNCS se cache donc une multitude de techniques et de savoir-faire, valorisées par une scénographie adaptée, afin que chaque exposition soit unique. C'est la somme du talent et des compétences d'artisans, de passionnés, de professionnels. On peut nous confier des costumes, alors il y a plusieurs cas, on va dire. On a ici, depuis une douzaine d'années, un dépôt de costumes qui nous a été confié par 3 grandes institutions prestigieuses, l'Opéra de Paris, la Comédie Française et la Bibliothèque nationale de France, qui nous ont fait confiance et qui nous ont donc déposé ces costumes il y a 12 ans. Il y avait 10 000 costumes. Voilà. Donc ça, c'est le fond, c'est les collections fondatrices du CNCS. C'est ce qui va permettre au CNCS d'ouvrir ses portes et de justifier effectivement son existence. Et à travers ces collections, on a un panorama historique sur l'histoire du costume depuis, on va dire, la fin du XVIIIe siècle jusqu'à maintenant. Voilà. Et puis depuis 12 ans, on a eu plusieurs donations. Donc là, vraiment des donations qui ont permis au CNCS de devenir un musée de France avec une collection propre, qui n'est pas seulement un dépôt. Pour préparer une exposition de costumes de scène, il y a une préparation assez spécifique qui va démarrer à peu près 3 mois avant. Oui, ça prend pas mal de temps parce que préparer un costume, c'est pas simple. Il y a plusieurs opérations à respecter, surtout dans le cadre de la conservation. Et donc nous, on doit effectivement trouver le mannequin spécifique qui va aller à ce costume. Parce que tous les costumes qu'on a ici sont des costumes sur mesure, qui ont été faits pour une personne. Et donc nous, on doit trouver le support, le mannequin qui lui correspond, avec une taille identique. Et parfois même, on pousse très très loin les choses en faisant véritablement, d'après les fiches de mesure d'un artiste, l'empreinte de son corps, on va la réaliser en papier mâché, et donc on aura exactement les mêmes proportions que l'artiste en question. Et notamment pour les costumes de danse, c'est très important parce qu'on a souvent des toutes petites tailles. Comédie musicale, une exposition du Centre national du costume de scène jusqu'au 28 avril 2019. Plus d'infos sur leur site internet www.cncs.fr. Merci à Lauriane Pobel et Jacques de Chauvelin.
Pulp Fiction, un podcast préparé par Edgar Parent et Camille Mansart. Musique, Mr. Live. Technique, Frédéric Mansart. Présentation, Noël Durlet. Produit par Stuffed